Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et à l'occasion de notre soirée du 9 décembre à Jérusalem, qui a pour thème Israël et les nations, nous saisissons donc cette occasion pour vous proposer un point de vue mosaïque, nouveau point de vue mosaïque sur ce thème. Bonjour Yitzhak Katia, Bonjour. vous êtes historien donc et sémiologue. Comme à votre habitude, donc vous nous proposez de revenir sur la question qui nous occupe aujourd'hui à travers un choix d'extraits de nos entretiens qui donc éclairent cette question. Un mot peut-être d'abord avant d'entendre cette série d'extraits pour bien définir le concept récurrent dans la tradition juive de ce couple Israël et les nations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour commencer? Oui, exactement. D'abord parce que, comme vous avez beaucoup d'auditeurs aussi non-juifs, il faut bien préciser que pour un non-juif, c'est complètement baroque de parler d'un couple Israël-nation, parce que Israël, c'est tout petit, c'est un grain de sable. Et de mettre sur une sorte de balance d'un côté Israël et les nations, ça paraît disproportionné. Par contre, dans le judaïsme, c'est un sujet, une notion qui est permanente et qu'on pourrait aborder de façon, au niveau de la liturgie des fêtes, la fête de Sukkot, des choses comme ça, au niveau de la mystique, c'est-à-dire les 7 jours, les 70 jours, les 10 sphirotes, enfin, tout ce jeu entre 7, 70 est toujours là. Mais comme on va s'intéresser à ce qu'ont dit les différents intervenants de Mosaïque, on va parler sur l'aspect de, si vous voulez, l'aspect de réalité, l'aspect alors l'aspect de la réalité, c'est-à-dire que très souvent viennent ce sujet de, il y a Israël d'un côté, les nations de l'autre. Mais si vous voulez, au fur et à mesure que j'ai étudié ces extraits, je me suis rendu compte que c'était pas la confrontation, ni comme vous dites le couple, c'est-à-dire le couple, ce serait une sorte de complémentarité, la confrontation, ce serait une sorte de lutte. Il y a beaucoup plus que ça, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de dialectique identitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'on appelle le peuple juif, on l'appelle le peuple d'Israël, on l'appelle le peuple hébreu, comme des synonymes qui seraient équivalents et qu'on pourrait interchanger. D'ailleurs, les journalistes qui n'aiment pas faire des répétitions disent l'État hébreu, l'État juif, etc. Comme si c'était la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de superposition de ces différentes définitions. Et on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'on rentre dans une des définitions du peuple juif ou le peuple d'Hébreu ou le peuple d'Israël, on va trouver justement ces 70 nations qui sont là. C'est-à-dire que la première fois, c'est avec Abraham, qui devient un Hébreu, le premier qu'on appelle un Hébreu, celui qui est de Ivry et vers de l'autre côté. C'est le moment où il va s'opposer à la pensée unique d'une humanité globale, lors de la tour de Babel. Et à ce moment-là, il va avoir un éclatement. Bon, il va être jeté dans la fournaise, mais il va s'en sortir. Et les nations vont partir dans ce qu'on appelle la diaspora des nations. Donc, au moment où se créent les nations, se crée en quelque sorte le peuple hébreu, avec Abraham. La deuxième partie, c'est le deuxième moment de création identitaire, c'est quand Jacob part avec sa famille en exil en Égypte et il va devenir le peuple d'Israël là-bas. Et on le dit clairement, ils sont descendus 70 âmes, c'est-à-dire qu'il y avait 70 membres de la famille de Jacob qui vont former le peuple d'Israël. Donc encore une fois, on a d'un côté l'aspect donc identitaire du peuple d'Israël et l'aspect identitaire des nations. Alors ici, la nation qui va être en face, c'est l'impérialisme égyptien, dont on dit qu'à l'époque, il était énorme. On dit que l'Égypte, on dit Mitzraïm, c'est-à-dire c'est l'enfermement, enfermait toutes les nations pratiquement en esclavage. Ils avaient des exemplaires de toutes des collectivités en esclavage. Et on va donc, dans un premier peuple d'Hébreux, il est face à une sorte d'humanité globale, c'est-à-dire une façon d'être humain, c'est d'être global. La deuxième fois, ça va être face à l'Égypte, une façon d'être humain et d'être collectivité humaine, c'est l'impérialisme. Et la troisième fois qu'on va rencontrer, et c'est là, c'est la naissance du peuple juif, c'est quand après l'Empire romain, ils vont être éparpillés parmi les 70 nations. Ici, on va se rendre compte qu'il va s'éparpiller dans des États-nations, c'est-à-dire dans des nations. Donc, on a, si vous voulez, une dialectique entre l'identité d'un collectif humain global, collectif humain impérialiste, collectif humain national, et à chaque fois, ce sera une étape de la définition du peuple juif, du peuple hébreu, du peuple d'Israël. C'est pour ça que c'est très très important pour nous d'aborder cette notion d'Israël face aux nations,
malgré l'étrangeté de cette question a priori. Voilà, Yitzhak, et tiens, on écoute maintenant donc les extraits que vous nous proposez sur ce thème et puis on revient après avec vous pour des commentaires. Il me semble que les peuples, loin d'être comme ça férocement dressés contre Israël, qui est l'État le plus inhumain qui soit, etc., pas du tout. Ils observent Israël, je dirais, comme la foule observe un équilibriste sur son fil qui traverse l'abîme et, mis à part quelques sadiques dans la foule qui attendent qu'il tombe, en gros, la foule aimerait qu'il y arrive à l'autre bout parce que elle sent qu'il y a un abîme à traverser, mais que ce travail est ingrat, qui ne peut vous valoir que des reproches. Ce travail ingrat, il a un enjeu philosophique, ontologique, humain, qui est énorme, qui est tracé, retracé la différence entre loi narcissique et loi symbolique. Il faut toujours saluer les amis, il faut toujours saluer et même dire notre dette et reconnaître notre dette envers tous ceux non-juifs qui se tiennent aux côtés d'Israël, aux côtés du peuple juif. Il y en a un certain nombre quand même qu'il faut pas négliger, ni en nombre, ni aussi dans ce que ça signifie, en valeurs partagées, en substrat de valeurs partagées. Certainement des valeurs de dignité, des valeurs d'intelligence et des valeurs d'empathie. Et puis, il y a tous les autres. Ils sont, eux, très nombreux. Et je trouve, et je vais le formuler ici avec force, qu'il y a beaucoup d'ingratitude à dire que nous sommes seuls. Ça n'est pas vrai. Je crois qu'autour de nous, et il suffit de regarder le paysage politique, le paysage de nos amitiés, le point ne passe pas. La ligne ne passe pas entre juifs et non-juifs. La ligne, elle passe entre ceux pour qui c'est un drame et ceux pour qui ça n'en est pas. Et par conséquent, autour de nous, nous voyons un certain nombre de gens se faire solidaires de notre cause, de notre situation. Ça n'enlève rien au sentiment de solitude. Et c'est ça le drame. C'est peut-être ça le drame que nous vivons d'ailleurs. Nous avons beau être accompagnés, nous nous sentons quand même seuls. Vous savez, Antoine Mercier, la solitude peut créer un état de désarroi, mais c'est aussi une source d'immense force. Et en fait, quand on se retrouve seul, à gesticuler face à des nations qui non seulement restent sourdes, mais qui déforment la réalité, c'est en gros, on pourra toujours trouver des exceptions, mais si vous voulez, c'est en gros le mouvement de fond que nous vivons. Il y a évidemment des exceptions. Eh bien, il y a deux choses, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que 76 ans après sa création, est venu pour le temps pour Israël de penser, mettre en œuvre une autonomie stratégique souveraine. Une chose est sûre, c'est que à s'occuper beaucoup de tout ce que pensent les autres nations d'Israël, d'une certaine façon, on restreint ce qui est le principe même du sionisme, c'est l'autodétermination nationale du peuple juif. Que les Juifs fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire se reconstituer en nation, en respectant évidemment le droit humanitaire, le droit international, et se préoccuper ensuite de ce que pensent les uns et les autres. Mais à se préoccuper de ce que pensent les nations de lui, on est encore dans une attitude diasporique. Et le sionisme a voulu rompre avec cette attitude. Pour les critiques qui viennent aujourd'hui encore plus ces dernières semaines d'une façon plus aiguë encore, les critiques que les nations ont vis-à-vis de l'attitude d'Israël. Et ces critiques
sont aperçus par la société israélienne, je pense en son ensemble, d'une façon un peu surprenante, parce que l'événement qui a été vécu au 7 octobre était un événement qui était majeur. On a bien vu qu'il y avait Israël est dans une période critique, donc la guerre qui fait en fait réponse à ces événements-là, et je pense en Israël d'une façon pratiquement unanime est justifiée, et la façon dont l'armée israélienne agit est aussi justifiée vu les enjeux et vu l'ennemi vis-à-vis duquel on est confronté. Et donc ça jure avec ce que les nations critiquent. La pensée, le fait qu'il y ait une pensée paradoxale permanente qui évite tous les dogmes, le fait qu'il y ait des brisures, font que, ajouter à cela évidemment la marèche, c'est-à-dire le système des commandements, plus ce contact permanent que le juif, même athée, a avec le transcendant. Mais je dis permanent, c'est pas seulement des musiciens comme Mozart, Beethoven ou Mahler. Je veux dire, là, c'est vraiment dans la vie courante. On est perpétuellement concerné par le transcendant. Et donc, tous ces phénomènes peuvent expliquer le fait que tout cela est antithétique, c'est antithétique à la pensée occidentale et à la pensée de l'islam. Nous vivons ici en Israël la poursuite de la Bible avec tous ces combats théologiques, métahistoriques, et on a besoin justement d'agir non pas dans une conception occidentale qui ne connaît que le présent et l'immédiat, mais une conception juive métahistorique qui recherche l'objectif final dans un futur lointain, pas dans un futur immédiat. Dans sa conversation entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre, Sartre a reconnu à la fin de la conversation, il lui a dit, vous savez, il y a une différence entre vous les Juifs et nous les Goyim. Nous sommes capables de passer de l'instant présent à l'instant d'après avec une petite amélioration. Et vous les Juifs, c'est pas comme ça que vous procédez. Vous regardez l'objectif final et en fonction de ça, vous agissez. Vous savez, on a mis en fait la barre très haut. À partir du moment où nous sommes ceux qui ont été choisis en tant que nation par l'éternité, eh bien, ça veut dire qu'on gêne, on dérange. Imaginez-vous une classe avec un garçon, un élève, qui est dans toutes les émissions qu'il puisse en réalité dire, dans tout ce qui sort de lui, il est différent, parce qu'il est porteur d'un message qui vient de l'au-delà. Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est un choix qui était d'une valeur incroyable, de l'infini vers ce peuple. Et donc lorsque ce peuple, en fait, détient des valeurs qui sont en dehors de ce monde, eh bien c'est comme une greffe qu'on a du mal à accepter dans ce monde. On est comme des étrangers dans un monde où les 70 nations dominent. Il est évident que l'élection, entre guillemets, d'Abraham est une façon de continuer le projet humain qui a échoué. Parce qu'en fait, le début de la Genèse nous raconte les échecs successifs que la divinité se donne comme projet humain. L'homme est inachevé et il doit prendre part à sa propre finitude. Et donc, si vous voulez, c'est ça tout l'enjeu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui rappelle ce que nos textes nous disent. D'un côté, Abraham, et d'un côté, le reste du monde et de l'autre. Et donc, c'est très significatif d'une dimension morale et spirituelle, dans la mesure où on comprend que Israël est une façon d'évaluer la condition humaine dans le monde.
Voilà donc pour cette série d'extraits que vous avez choisis pour nous et qui traite de cette question. On l'a vu, de points de vue très, très différents. Peut-être qu'on peut d'abord s'intéresser à la manière dont les Juifs de diaspora, qu'on a interviewés donc, en l'occurrence des Juifs français, perçoivent leur rapport aux nations. Yitzhak Atia. Oui, écoutez, là, j'ai lu, j'ai relu, j'ai revu. Et en fait, je me suis rendu compte, les trois premiers extraits sont des juifs, le psychanalyste Daniel Sibony, si vous voulez, le sociologue Gérard Rabinovitch, le philosophe Dan Arbib. Donc on a une palette de professions, de visions de juifs qui vivent donc en diaspora ou en exil. Bon, ça c'est une autre chose. Mais je me suis rendu compte qu'ici, on avait un voyage spatio-temporel incroyable. C'est-à-dire que ces trois points de vue sont des points de vue qui ne parlent pas finalement. Ils parlent de l'Israël face aux nations, mais de façon virtuelle. En fait, ils parlent des Juifs face aux non-Juifs. Et on se rend compte que ce sujet tellement important de l'Israël face aux nations, pendant les 1800 ans d'exil, comme je l'ai rencontré dans d'autres interviews de Mosaïque, pendant 1800 ans, Israël n'a pas pu parler en tant que nation. Et ça, c'est un voyage temporel incroyable. Et quand on entend ces trois extraits de Juifs qui vivent en diaspora, on n'est pas projeté 1 an avant, ou 6 mois avant, ou 20 ans avant. On est transporté 1800 ans avant. C'est-à-dire tout d'un coup, on a un sujet tellement capital pour l'identité d'Israël qui devient virtuel complètement, tellement virtuel qu'on ne parle même plus de ce sujet, on parle des juifs individuels face à des non-juifs individuels. Pourquoi je dis qu'on est transporté 1800 ans avant? Je fais juste une parenthèse parce que la différence entre diaspora et exil est très importante. D'abord, il y a une différence de superficie et d'intériorité, c'est-à-dire qu'apparemment tout est diaspora, ça veut dire dispersion. Quand vous voyez quelque chose, on s'est dispersé. On n'a rien fait en disant que c'est dispersé. On n'a rien vu en profondeur. Par contre, l'exil, c'est dans le peuple juif l'apprentissage du retour. C'est-à-dire qu'on est jeté très loin et pendant 1800 ans, on apprend petit à petit à revenir. C'est l'apprentissage du retour. Et quand vous avez des juifs qui sont en diaspora, alors le voyage temporel est énorme parce qu'ils sont dans les 1800 ans, on ne sait pas où. Ils sont peut-être il y a 1800 ans, ils sont peut-être il y a 600 ans, ils sont peut-être il y a 200 ans ou il y a une semaine avant leur voyage de retour. Et donc, c'est absolument affolant. Et donc, cette vision-là, on va dire d'abord, elle est virtuelle. C'est pas vraiment Israël et les nations, c'est les Juifs face aux non-Juifs. Et ce qu'on retrouve dans cette confrontation, d'abord, c'est le refus de chacun des trois de dire que tous les non-juifs sont pareils, que tous les non-juifs sont contre Israël. Non, c'est pas vrai. Ils vont trouver toujours des points minoritaires, mais des points de convergence et de complémentarité. Cette fois-ci, ce que vous appelez le couple, oui, le couple juif et non-juif, on peut le dire. Il y a des complémentarités. C'est ce que Gérard Rabinovitch appelle un substrat de valeurs partagées. On va trouver des valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord et qui vont faire qu'on va se sentir moins seul si on partage ces valeurs. Dan Arbib va beaucoup plus loin en disant que, en fait, c'est même plus une ligne de partage entre juifs et non-juifs, mais entre, disons, humanistes et non-humanistes, c'est-à-dire ceux qui sont frappés par le drame de cette sauvagerie contre l'être humain du 7 octobre et ceux qui sont indifférents à ce drame de l'être humain face à la sauvagerie. Et donc, on va toujours avoir cette volonté de trouver un point commun, un point qui nous rassemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dan Arbib va dire on se sent quand même seul. On est accompagné, on partage des valeurs, comme va dire Rabinovitch, mais on se sent quand même seul. Un petit peu comme nous a montré Daniel Sibony. Quand vous avez un funambule et que tout le monde est autour et regarde ce funambule, le funambule agit, les autres sont spectateurs. Et il y a quand même une implication différente. C'est-à-dire que même si on est d'égal à égal, de juif à non-juif, d'individu à un autre, il y a cette solitude qui demeure et elle demeure encore plus forte qu'on essaye de l'effacer. Nous sommes tous des êtres humains. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que là, ça perdure? Et donc, il y a, si vous voulez, cette interrogation sur Israël et les nations devient, quand on le prend sur juifs et non-juifs, une interrogation sur la solitude et l'exil.
si vous voulez. Donc, si vous voulez, on va voir à quel point l'autre aspect, qui est un aspect, on voudrait dire, spatial différent, on va voir les points de vue de gens qui ne vivent pas au même endroit. Voilà, C'est un aspect on va passer, de nature. on va passer donc au deuxième stade, c'est-à-dire les Israéliens. Le 7 octobre fut vécu comme un traumatisme identitaire profond, évidemment, mais aussi comme une épreuve destinée peut-être à renforcer quelque chose de l'indépendance, de la souveraineté, de faire sortir plus complètement Israël de la tutelle des nations. Ça apparaît dans certains entretiens. Oui, exact. Ça, c'est très important. On va retrouver Georges Bensoussan, qui est l'historien du sionisme, qui vit à cheval entre Israël et la diaspora. On va avoir Sarah Feinberg, qui enseigne à l'université de Tel Aviv, et Ronnie Sananès, qui vont aborder ce point. Ronnie Sananès, à partir de ses traductions du Rav Kook. Et ce point est très, très important, parce que, si vous voulez, cette remise en question identitaire, c'est une remise nationale identitaire. Là, vraiment, on rentre de plein pied dans Israël en tant que nation. Pourquoi c'est une remise nationale? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit c'est l'échec du sionisme. Pourquoi? Parce que le sionisme, pour eux, c'est un État refuge. Donc, l'identité d'Israël, c'est un refuge. Et donc, en tant que refuge, eh bien, c'est un échec. Je dis, c'est vrai, c'est flagrant, ça a été un traumatisme soudain, mais ça veut dire qu'on est des endormis, qu'on est des rêveurs. Comment peut-on penser que vivre au Moyen-Orient, dans une zone où, quand on dessine les cartes, on est face à une mer de 350 millions d'Arabes musulmans, sans compter les musulmans non arabes, c'est énorme. Comment peut-on penser que c'est un refuge? Comment, en connaissant l'histoire du Moyen-Orient, l'histoire de tous les siècles précédents et de notre époque, penser que c'est un refuge? En tout cas, cette conception de l'État d'Israël comme refuge est tombée. Et donc, comme elle est tombée, est réapparue pour nous, ce qui est une évidence. C'est un État juif, c'est un État-nation particulier. Et c'est un État qui, justement, comme vous disiez, va devoir sortir de la tutelle des nations. Georges Bensoussan dit que c'est la vocation du sionisme d'être un État autodéterminé. L'autodétermination d'Israël, c'est la vocation du sionisme d'être ça. Sarah Feinberg va dire il faut qu'on arrive à acquérir une sorte d'autonomie souveraine. C'est une manière, si vous voulez, disons, de stratège, puisque c'est sa spécialité, donc la géopolitique, de dire, si Israël devient au banc des nations, il faut quand même qu'Israël survive. Israël est un modus vivendi d'être Israël face aux autres nations, même si Israël est au banc des nations. Donc il y a ici une sorte de solitude qui n'est pas du tout quelque chose qui est négatif, mais qui est comme une sorte de réveil. Et Ronnie Sananès va même dire, d'après lui, c'est vraiment unanime dans la population et dans la société israélienne, unanime cette façon de se voir d'une manière et de comprendre que les autres nous voient complètement différemment. Et lui, il le dit par rapport à la guerre. Cette guerre, elle est justifiée parce que ce qui a été subi, n'importe quelle nation aurait fait la même chose, et elle est juste parce qu'on ne l'amène pas comme des sauvages, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et ça, c'est unanime. Et donc, si vous voulez, la société israélienne, dans son ensemble, se rend compte du hiatus entre la manière dont il se vit et la manière dont il est vu par les nations, mais se rend compte aussi de la nécessité d'acquérir une autre identité que l'État refuge. Et ce n'est pas, si vous voulez, même des gens qui savaient qu'on n'était pas un État refuge, même des gens qui avaient une idéologie, avaient un peu perdu ça, qu'on devait avoir cette identité, et encore plus les gens qui sont des laïcs et qui n'avaient comme identité que le socialisme, en quelque sorte. Pendant 20 ou 30 ans, Israël, c'était une expérience socialiste. Le socialisme est tombé, il faut bien se trouver autre chose. Et on est dans ce carrefour où on se rend compte que, encore une fois, vous voyez, cette confrontation ou cette différence Israël-nation nous permet d'affûter beaucoup plus notre identité. C'est une dialectique identitaire qu'on va encore remuer ici.
Voilà. On aborde le troisième et dernier plan, donc c'est celui qui s'inscrit dans la vision que propose de façon directe, explicite la tradition juive, à savoir qu'Israël est appelé, dans ce rôle identitaire, en tout cas parmi les nations, à jouer un rôle précisément au sein de cette communauté humaine. Yitzhak Atia. Oui, exact. Comme vous voyez, dans la partie d'avant, la première partie, on était en tant que peuple juif dans cette dialectique. La deuxième partie, on s'interroge sur le peuple d'Israël, en tant que peuple d'Israël, en tant que citoyen de cet État. Et maintenant, c'est en tant que peuple hébreu, en fait, que les choses se situent. Quand on arrive aux deux extraits suivants, c'est-à-dire la philosophe Nadine Shankar et le rabbin Eliyahu Zini. On arrive ici à une interrogation sur ce peuple hébreu. Et ce qui fait la particularité du peuple hébreu par rapport à tous les peuples, c'est la transcendance. Enfin, Nadine Shankar va dire la transcendance existe dans les nations, mais elle est exceptionnelle. Ce sont des grands artistes, ce sont des musiciens qui tout d'un coup font une sorte de lien entre l'au-delà et notre monde, entre le physique et l'émotion, l'inspiration, je ne sais pas. Et le Rav Eliyahu Zini parle de cet aspect prophétique que même Jean-Paul Sartre a reconnu, c'est-à-dire qu'on regarde en avant parce qu'on a cet aspect prophétique. Et là, il y a une sorte de malentendu, de quiproquo, de bizarrerie. Parce que la prophétie, bon, c'est vrai qu'historiquement ou sur le plan de la tradition juive, le peuple d'Israël a été prophète entièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs épisodes dans l'histoire, le don de la Torah, les 2 premiers commandements, le passage de la mer Rouge. Il y a plusieurs moments dans l'histoire où tout le peuple a été prophète. Donc c'est une particularité que n'ont pas les autres. Il y a une autre chose, c'est qu'on a beaucoup de prophètes. On a toute une série de prophètes et il y a même des écoles de prophètes. C'est-à-dire que la prophétie est une sorte de spécialité juive en quelque sorte. Pourtant, il y a de la prophétie chez les autres. On ne peut pas dire que l'islam n'a pas de prophète. On ne peut pas dire que Mahomet n'a pas dit 1000 fois qu'il est un prophète. Il y a même un super prophète chez le christianisme, puisqu'on ne peut pas dire que Jésus, entre autres, non seulement il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais il est aussi prophète. Donc, on pourrait dire la prophétie, c'est quelque chose qui nous relie. Et là, on trouve la bizarrerie. C'est-à-dire que là où les autres peuples et où les autres traditions ont mis le point sur la personne du prophète, c'est-à-dire ce qui intéresse les musulmans, c'est comment a vécu Mahomet pour pouvoir vivre pareil que lui. Mais qu'est-ce qu'il a entendu exactement de Dieu? On ne sait pas. On n'a pas la parole de Dieu transmise par Mahomet. Qu'est-ce que Jésus a entendu de son père ou de lui-même? On ne sait pas non plus. Et ça va tellement loin qu'il y a certains chrétiens qui disent qui ont dit ou qui disent encore ou qui ressentent, je crois que c'est quelque chose qui est très, très ressenti. Finalement, le peuple juif, il est un peu disqualifié maintenant parce qu'il n'y a plus de prophètes depuis que Jésus est arrivé. C'est bizarre. On m'a dit une fois de façon ironique, c'est bizarre, vous n'avez plus de prophètes depuis que Jésus est arrivé. Et puis je vais même vous dire, à l'intérieur du judaïsme, vous entendez parfois des rabbins vous dire, oh ben je ne suis pas prophète. Vous savez, il y a même une expression qui dit, dans le Talmud, la prophétie a été donnée aux idiots, aux fous. La prophétie a été donnée aux fous. Et aux enfants. Là, pardon? Et aux enfants. Et aux enfants, exactement, aux fous, aux enfants. Et ça, c'est une erreur, c'est quelque chose d'erroné qui a même qui nous a même influencé. Pourquoi? Parce que les prophètes aient disparu, mais j'aimerais vous dire, mais c'est le dernier de nos soucis. Parce que les prophéties, elles sont là. Elles sont réalisées en partie. Elles se réalisent sous nos yeux. Elles sont à réaliser. On les étudie 24 heures sur 24. La parole de la Torah, au moins les 4 livres, c'est de la prophétie pure. C'est la parole de Dieu pure. C'est pour ça qu'elle n'est pas écrite pareil. Elle n'est pas traitée pareil. Quand on sort un Sefer Torah, c'est pas comme on sort un livre d'une bibliothèque. C'est-à-dire que quand un Sefer Torah a une faute, on ne le répare pas comme un livre de bibliothèque. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas la vie de Moïse. Combien de fois on veut, dans la Haggadah, il n'y a pas de Moïse. On veut effacer Moïse. Et qu'est-ce qu'on dit sur Moïse? C'est le plus humble des hommes. Pour être prophète, il faut être humble. Pourquoi? Il faut être transparent pour pouvoir laisser la parole divine transparaître. Donc, la biographie des prophètes ne nous intéresse pas.
Et c'est là que, si vous voulez, Israël se présente comme un peuple qui travaille, qui vit de prophétie, qui vit sa prophétie, qui vit la prophétie. Et cette prophétie, elle concerne l'humanité entière, puisque c'est la parole du Créateur. Elle concerne toutes les créatures. Et c'est pour ça qu'il y a cette sorte de malentendu, mais qui pourrait ne pas être un malentendu. C'est-à-dire que les nations, si elles comprenaient que ce qui est important, ce n'est pas le prophète, mais le texte prophétique, et si elles acceptaient de voir qu'il n'y a pas d'autres textes prophétiques dans l'humanité, alors pourquoi ne s'intéresseraient-elles pas à la façon dont les Juifs qui prétendent depuis 3500 ans qu'il y a un texte prophétique, qu'il y a une parole du Créateur qui est pour toutes les créatures, pourquoi ils ne s'intéresseraient pas à qu'est-ce que c'est que cette parole? Finalement, je ne sais pas le pari de Pascal, mais en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Plutôt que d'acter le fait qu'il n'y a pas de prophétie sur Terre, si les Juifs avaient vraiment la parole du Créateur, alors peut-être que ce serait un élément de rapprochement d'Israël et les nations. Et je dis aussi ici au passage, Israël et les nations, pas chaque Juif avec chaque non-Juif. Parce que un des éléments de la prophétie hébraïque, c'est qu'en quelque sorte, je vais le dire un peu violemment, pour Dieu, l'individu, ça ne l'intéresse pas. L'enjeu n'est pas qu'un homme soit un bon. L'enjeu, c'est que les nations soient bonnes. L'enjeu, c'est le collectif des créatures. Ce n'est pas la créature individuelle. Des créatures individuelles, on avait Noé, il était parfait, il était bien. Mais ça ne suffit pas. Et pour ayant étudié la Shoah longtemps et ayant travaillé jusqu'à ce jour à Yad Vashem, je peux vous dire qu'il y a encore une fois un quiproquo, un malentendu. Le but de l'histoire, ce n'est pas de trouver des justes qui sont des exceptions à la règle parmi les nations. C'est de trouver que les nations arrivent à cet âge adulte d'être des nations justes. C'est-à-dire ce n'est pas un monde de justes parmi les nations, mais un monde de nations justes. Et l'actualité qu'on vit actuellement, du point de vue d'Israël, semble pas un monde de nations justes, justement. Et ça semble justement être un enjeu important. Voilà, c'est tout l'enjeu, effectivement, sans doute, de l'aboutissement de l'histoire. Yitzhak Attia, on n'a plus beaucoup de temps. Question à 1000 € pour terminer. Cette vision à long terme que le judaïsme donc a pour l'avenir de l'humanité tout entière, comment est-ce qu'elle peut s'inscrire dans le présent? Est-ce qu'elle s'inscrit déjà dans le présent, dans notre actualité, cette actualité que nous interrogeons ici depuis maintenant plus d'1 an à Mosaïque? Oui, si vous écoutez bien la dernière intervention, disons ce que dit le Rav Ben Arouche qui parle de l'élection, et ensuite comment Shmuel Trigano parle de l'élection entre guillemets, il va mettre tout de suite entre guillemets élection. Là, on tient quelque chose par rapport à l'élection, parce que Shmuel Trigano nous montre que la façon dont les nations se comportent actuellement et la façon dont Israël se trouve face aux nations, mais ressemble à ce qui s'est passé quand Abraham s'est retrouvé face au monde global dirigé par Nimrod, et face à l'instant où les nations sont nées et ont été éparpillées avec les 70 langues, avec les 70 nations. C'est comme si on avait fait un tour. On était passé par le monde global des nations, après le déluge, après Noé, à l'époque de la tour de Babel, a donné quoi? A donné un monde global avec une pensée unique qui décide de supprimer Dieu de la terre. La tour de Babel, c'est ça. On va barrer le chemin à Dieu pour ne plus avoir de déluge et pour ne plus avoir de problème avec le Créateur. On va s'entendre entre nous en tant que créature, on s'entend entre nous. Et ce projet-là, c'est un projet qui, dans la Bible, est noté comme une erreur humaine, une erreur de l'humanité, une fausse route de l'humanité ou du projet que Dieu a pour l'humanité, comme dit Shmuel Trigano. Donc, les nations naissent à ce moment-là, elles sont éparpillées. On va avoir l'essai de l'impérialisme. L'impérialisme de l'époque de l'Antiquité, l'impérialisme qui va durer jusqu'au monde qu'on connaît, le monde moderne, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le véritable impérialisme. Je ne parle pas des empires coloniaux, je parle des empires, c'est-à-dire d'une nation qui se sent tellement forte qu'elle veut manger toutes les autres nations. Et ça, c'est l'impérialisme. Vous savez que François Mitterrand avait dit le nationalisme, c'est le début de la guerre.
François Mitterrand est un penseur très important puisque c'est lui qui a établi la bien-pensance dans le monde politique et qui a remplacé le vrai et le faux par le bien et le mal. Et à partir du moment où François Mitterrand dit « la nation, c'est la guerre », alors on va partir sur cette base qui est fausse. La guerre, c'est l'impérialisme, c'est pas la nation. Une nation vit. Un empire, c'est une nation qui veut manger les autres nations. Donc la guerre n'est pas le nationalisme. Et on va, après la Seconde Guerre mondiale, quand on a les excès nationalistes du fascisme et du nazisme, on va disqualifier complètement le nationalisme. Donc, le projet humain en tant que projet global a échoué. Le projet humain en tant qu'impérialisme a échoué, ne marche pas. Le projet humain en tant qu'État-nation, les révolutions depuis 2 siècles, c'est-à-dire les révolutions européennes après la Révolution française, d'État-nation, semble convenir de moins en moins. On a fait les Nations Unies, on a fait le monde global, on vit dans un monde global, on vit dans un monde de droit international, on vit dans un monde de tribunaux internationaux. Vous avez la Belgique, un tout petit pays qui décide il y a quelques années qu'il pourrait juger l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des personnes sur la Terre parce qu'ils sont juridiquement, ils peuvent le faire. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans une configuration où Israël réapprend à être un État-nation. En 2018, il a voté la loi pour Israël, État-nation du peuple juif. Donc de plus en plus va dans Israël en tant que nation, famille, nation. Et on voit le reste des nations qui sont dans une expérience de globalité, mais avec le retour du bâton dont beaucoup de géopolitiques parlent, du nationalisme. C'est-à-dire que les êtres humains, à leur niveau, ne se reconnaissent plus dans cette globalité. Ils veulent se reconnaître en tant que clan, en tant que famille, en tant que région, en tant que nation, justement en tant que nation. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, entre globalité, globalisme et État-nation, c'est ce sujet-là qui interroge non seulement Israël, mais toutes les nations en ce moment. Et toutes les nations se posent la question, quelle est notre identité de collectif humain que nous voulons? Au XXe siècle, c'était flagrant, on a inventé des idéologies. Aujourd'hui, cette question se pose est-ce que nous voulons un monde global ou est-ce que nous voulons revenir à des nations qui pourraient être des nations frères, qui pourraient être des nations qui s'entendent? Parce que ce n'est pas le nationalisme qui est à bannir. Vous savez, j'ai fait des études d'histoire dans les années 80. Je n'avais pas le droit d'utiliser des livres qui parlaient du nationalisme. Léon Poliakov, qui est un très très grand historien sur le plan du nationalisme, était banni de toutes les universités. Parce que le mot nation était un mot mal élevé, était un mot impoli. Parce qu'on ne comprenait pas que c'est pas, le problème, c'est pas ce choix d'un collectif humain, c'est-à-dire on jette, si vous voulez, le bébé avec l'eau du bain. Voyez. Et donc ce qu'on vit en ce moment est non seulement important pour Israël, mais important pour toutes les nations. La téchéance des nations, le retour des nations. Ce qu'on appelle aussi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je vais le dire en termes juifs, si les nations font le tikkun du monde global qu'ils voulaient pendant Babel, s'ils font le tikkun en redevenant des nations indépendantes, alors ils pourront revenir vers le Créateur. Ils pourront revenir comme ils étaient à l'époque d'avant Babel, et ils vont revenir vers le Créateur aussi s'ils comprennent que elle est déjà là, cette parole du Créateur. Depuis 3500 ans, elle n'a fait que les attendre. Vous voyez. Donc c'est une reconnaissance d'Israël en tant que vecteur d'une prophétie. Et ça, toujours là et pour les nations. On rappelle le messianisme, et ça pourrait être l'objet d'un prochain point de vue. Alors, il faut s'arrêter là. Katia, juste un petit mot, parce qu'on peut prolonger la réflexion grâce à vos livrets interactifs que vous proposez. Comment s'y procurer? Alors, attendez, je vous montre, je dois l'avoir ici. J'ai le livret pour les nations, il est là. C'est le livret interactif. Alors, on peut se le procurer, c'est très... Vous savez, il faut prendre le bien et le mal de chaque chose. Nous vivons dans un monde qui a quand même, sur le plan technologique, est global. Et c'est extraordinaire. Il suffit d'écrire à un mail qui s'appelle bina, bina.système, systeme,
@gmail.com. Vous écrivez sur ce mail-là et vous recevez. Alors, ces livrets coûtent 8 euros, donc 30 shekels en Israël et 8 euros ailleurs. Et si on veut s'abonner pour avoir 11 livrets, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes, surtout outre-Atlantique, qui préféraient un des abonnements pour des systèmes de paiement, c'était plus facile. Donc, on peut payer aussi 300 shekels ou 80 euros pour avoir 11 numéros. Pour l'instant, il y a 3 numéros qui sont sortis sur le pogrom génocidaire, le palestinisme et les nations. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura sur le messianisme, il y a sur la société juive, etc. Il y en aura d'autres. Et donc, on reçoit donc ce PDF qu'on peut imprimer. Enfin, tout est expliqué par la suite. Très bien. Voilà, donc vous pouvez aller sur ce lien. Merci beaucoup. Merci infiniment, Isra Katia. Enfin, j'ai compris finalement la différence entre juifs, israéliens et hébreux. Vous avez tout à fait éclairci cette évolution identitaire à travers l'histoire. Merci infiniment. Oui, bon, non, c'est pas une évolution, ce sont des identités parallèles qui jouent, si vous voulez, sur 3 pistes, comme dans un cirque à 3 pistes. Voilà, merci infiniment pour tous ces éclaircissements et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.